Les jeux vidéo ont commencé à se développer dans les années 1950. L'un des jeux étant reconnu comme l'un des premiers de l'histoire est Bertie the Brain en 1950. C'est en fait un jeu de tic-tac-toe contre un ordinateur sur une machine de 4 mètres de haut. Il y a eu par la suite le jeu Tennis for Two en 1958 qui vient prêter main forte à Bertie. C'est l'un des premiers jeux vidéo qui se joue à 2 personnes et le jeu est conçu sur un ordinateur qui prend pour un écran un oscilloscope. En 1972, le monde voit naître la première console de l'histoire du jeu vidéo, la Magnavox Odyssey. Elle s'est vendue à plus de 340 000 exemplaires entre 1972 et 1975. La compagnie Magnavox n'est toutefois pas la seule à se lancer en jeu vidéo. En effet, la compagnie française Atari voit le jour en 1972 et sort un jeu sous forme de borne d'arcade nommé Pong, qui deviendra rapidement très populaire auprès du public. Le jeu connaît un succès phénoménal, ce qui amène Atari à produire une console de salon uniquement pour jouer à Pong en 1975. Par la suite, l'arrivée d'une nouvelle console vient complètement chambarder le monde du jeu vidéo en 1976, la Coleco Telstar. Cette console introduit un principe révolutionnaire pour l'époque, de pouvoir changer de jeu sur une console grâce à des puces sur lesquelles il est possible de graver différents codes de différents jeux. Ensuite, vers la fin des années 1970, les jeux sur borne d'arcade sont en pleine croissance. Les développeurs proposent des jeux plus beaux esthétiquement, avec des scénarios plus complexes. Parmi ces jeux se retrouve l'un des jeux les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, Space Invaders en 1978. C'est le jeu le plus influent du type shoot 'em up qui consiste à tirer sur des ennemis qui se situent dans le haut de l'écran. De nombreuses compagnies commencent à émerger en 1979 suite à la popularité des machines d'arcade, par exemple Activision et Sega. En 1980 apparaît un autre des jeux vidéo qui sera connu comme l'un des plus populaires de l'histoire, Pac-Man créé par Namco. Il devient alors un jeu fort pour les autres compagnies, car Pac-Man a généré au total plus de 2,5 millions de dollars de profit. Cependant, malgré la popularité des bornes d'arcade, les compagnies continuent de développer des consoles de salon, notamment l'Intellivision en 1980. Il y a aussi le jeu Donkey Kong qui fera son entrée sur bornes d'arcade et consoles. Ce jeu amènera de nombreuses nouveautés dans l'industrie, notamment avec un design et une façon de jouer unique et l'incrustation d'un scénario dans un jeu vidéo. Malgré tout, le jeu vidéo connaîtra une crise de 1983 à 1984. Cela est dû au trop grand nombre de jeux et de bornes d'arcade disponibles sur le marché, ainsi qu'un piètre standard de qualité des jeux. Les distributeurs envoient donc aux compagnies les machines invendues, et après quelques temps, des compagnies font faillite. Cependant, certaines consoles aident l'industrie du jeu vidéo à se relever, et l'un de ces grands acteurs est la NES de Nintendo en 1985. Le succès de la NES est principalement dû à un jeu en particulier, et ce jeu est Super Mario Bros. Depuis sa sortie, il a été le jeu le plus vendu au monde avec 40 millions d'exemplaires jusqu'en 2009 où il se fait détrôner par Wii Sports. Ce jeu permet de populariser de nombreux aspects innovateurs, notamment l'avènement des side-scrollers et l'arrivée des boss et mini-boss. Les jeux vidéo sont alors relancés. Il y a l'arrivée de Tetris en 1985 qui a un impact majeur sur les consommateurs. Nintendo continue aussi sur sa lancée, par exemple avec la création du jeu The Legend of Zelda en 1987, l'invention du Game Boy en 1988 et Super Mario Bros 3 en 1990, qui est un jeu fantastique pour l'époque en raison de sa fluidité et des enchaînements des actions. L'industrie du jeu est alors relancée et l'on peut en témoigner par les nombreuses sorties de nouvelles consoles dans les années qui suivront. On y retrouve la SNES par Nintendo en 1991, la Sega Genesis, la PlayStation en 1994, la Sega Saturn en 1995 et finalement la Nintendo 64. Cette dernière amène une fois de plus une innovation en ajoutant un stick analogique sur ses manettes qui deviendra par la suite indispensable pour tous les jeux en 3D. Par la suite, les jeux n'arrêtent pas de se développer et deviennent beaucoup plus performants au fil des années. Les consoles évoluent et les jeux évoluent de même jusqu'à aujourd'hui avec les performances qu'on leur reconnaît. Au début de l'industrie de l'imagerie 3D n'était pas utilisée pour les films ou les jeux vidéo. Elle était utilisée dans les domaines comme le design industriel, l'aéronautique ou l'automobile. En 1970, l'ingénieur français Pierre Bézier inventa la fameuse courbe de Bézier, qui permet de créer des courbes lisses. Plus tard, en 1971, le chercheur français Henri Gouraud invente le Gourand Shading, qui permet d'adoucir les ombrages d'un modèle 3D. Cependant, cet algorithme sera, en 1973, remplacé par l'algorithme de l'informaticien vietnamien Liu
Shirong Fong, le Fong Shading. En 1972, les Américains Edwin Catmull et Frederick Park créent la première représentation 3D d'un visage humain et d'une main humaine avec une surface qui utilise le Gouraud Shading. Puis, c'est en 1975 que le Britannique Martin Newell créa, lors de son doctorat, The Teapot, un objet 3D encore connu de nos jours. Bien que des images de synthèse très simples aient déjà été utilisées dans des films comme The Black Hole en 1979, une des premières apparitions de 3D dans un film est dans Looker en 1981. Dans ce film, un personnage humain complet est affiché sur un moniteur. Mais cette apparition n'est pas très longue, il n'apparaît que dans une scène. C'est en 1982, avec le film Tron, qu'on voit pour la première fois une grande utilisation de l'imagerie 3D. Ensuite, on verra en 1984 des scènes faites entièrement d'images de synthèse photoréalistes. En 1986, le studio d'animation Pixar présente Luxo Junior, la première animation 3D avec des ombres portées. Ensuite, en 1987, Pixar présenta Red's Dream, une nouvelle animation montrant une simulation de pluie remarquable pour l'époque. En 1988, Pixar fut le premier studio à recevoir un Oscar pour un court-métrage numérique avec leur court-métrage Tin Toy. En 1990, on voit dans le film Total Recall des personnages 3D animés grâce à la nouvelle technologie de capture de mouvement. Cette technique permet de reproduire les mouvements des acteurs. En 1993, le film Jurassic Park présente des dinosaures 3D intégrés dans le film de façon très impressionnante. En 1994, Disney présente au public le film Le Roi Lion, qui fait usage de techniques d'animation procédurale afin d'animer de grands groupes d'animaux sans avoir à tous les animer à la main. En 1994, la série télé Reboot est la première série à être totalement réalisée en 3D. De plus, un an plus tard, Pixar présente Toy Story, le premier long-métrage entièrement en 3D. Suite à ce film, plusieurs autres films ont utilisé l'imagerie 3D avec une bonne qualité. Par exemple, The Lord of the Rings, The Return of the King, Finding Nemo, La Matrix et bien d'autres. Grâce à ces films, le créateur commence à maîtriser le médium et le marché du 3D se stabilise. Puis, passé 2009, la qualité générale des films d'animation augmente avec la sortie de plusieurs films comme Up en 2009, Ice Age, Continental Drift en 2012, Inside Out en 2015 et bien d'autres. Lorsque l'on pense à l'évolution et à l'histoire de l'image animée, plusieurs sujets viennent aisément à l'esprit, tels que les jeux vidéo, les films d'animation, les effets visuels et l'animation. Mais comment est-ce que l'industrie a pu arriver à des résultats aussi réels? Et comment ont-ils réussi à exploiter leurs techniques? Pour cela, il faut remonter à l'animation traditionnelle, soi-disant l'animation 2D. Mais qu'est-ce que c'est que l'animation 2D? C'est une technique d'animation dans laquelle chaque image est dessinée à la main sur un support physique. C'était la technique principalement utilisée avant l'apparition de l'animation par ordinateur. Pour poursuivre en cette direction, des sujets comme les divers médiums, les premiers dessins animés et les différents styles d'animation 2D seront abordés. Pour commencer, nous devons parler des différentes techniques et médiums utilisés durant la conception d'une animation 2D. Les premières animations 2D ont été conçues à l'aide de papier et de crayon, puis ils ont changé le papier pour du cellulo, qui est une feuille souple et transparente d'acétate de cellulose. Cette feuille permettait de dessiner les personnages sur plusieurs couches en évitant de redessiner les parties immobiles des personnages. Cette méthode est la plus utilisée par les animateurs traditionnels puisqu'elle leur permet d'économiser du temps en évitant la répétition sans intérêt. L'utilisation des tables lumineuses est très convoitée par les animateurs, puisqu'elle permet de voir toutes les images de l'animation et facilite le suivi de l'animation 2D. Cette table permet aussi l'utilisation d'une simple feuille blanche comme médium de support. Plus récemment, l'informatique a pris sa place dans le monde du 2D. En effet, il est maintenant possible de dessiner image par image avec des logiciels plus performants et précis en utilisant des outils numériques tels qu'une tablette graphique, un stylet numérique ou même une table de projection. Ces médiums permettent d'être plus précis, économiser du temps et d'avoir un résultat plus optimal. Ensuite, il est important de parler des premiers dessins animés. Plus particulièrement des Pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud, qui a été projeté au musée Grévin le 28 octobre 1892. Dans cette représentation, plusieurs personnages et décors étaient en action. Ce fut la première projection sur grand écran. En 1906, James Stewart Blackton réalise le premier dessin animé avec une caméra qui utilise une pellicule photographique. Il créera ce qu'on appellera en France le mouvement américain. Plus tard, le français Émile Courter reprend la technique de Blackton et réalise Fantasmagorie en 1908. Mais c'est aux États-Unis que la technique d'animation va se développer. Grâce à Walt Disney et aux autres grandes compagnies, le cartoon prendra son envol et définira l'esthétique de l'animation classique.
Pour finir, plusieurs styles d'animation 2D ont vu le jour à travers le monde. Depuis la naissance de l'animation traditionnelle, par exemple, les animés au Japon. En effet, cette série d'animations japonaises ont été influencées par les mangas pour ensuite se développer et trouver du succès près des enfants, adolescents et adultes autour du globe. Aussi, l'une des œuvres les plus populaires de Walt Disney, Winnie the Pooh, qui fait sa première apparition à l'écran en 1966, devient l'un des classiques de l'animation traditionnelle. Grâce à ses personnages drôles et attachants, cette série devient l'une des plus populaires du continent américain. Même si l'animation traditionnelle a été remplacée par l'animation numérique, il est encore possible de voir des courts-métrages créés sur papier. Je fais référence à Dear Basketball, un court-métrage réalisé par Glenn Keane et Kobe Bryant qui exprime la fin de carrière de ce dernier et raconte son amour pour ce sport. Sorti en 2017, il a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. En conclusion, si aujourd'hui le cinéma d'animation est capable d'atteindre des résultats si réalistes et perfectionnés, c'est grâce aux essais et aux erreurs de l'animation traditionnelle. C'est grâce à l'animation à la main que les bases ont pu être essayées, expérimentées et établies. L'animation traditionnelle ne sera jamais oubliée et restera toujours dans nos cœurs puisqu'elle nous a fait vivre tellement d'émotions avec des animations comme Winnie the Pooh, les Looney Tunes et même Caillou. Les débuts des effets visuels ont été utilisés pour la première fois en 1896 par Louis Lumière qui a filmé un mur se démonter en faisant marcher sa caméra à l'envers, donnant le produit d'un mur qui se reconstruit tout seul, ce qui donna naissance à l'effet de marche arrière. Dans les années suivantes, Georges Méliès a énormément contribué au développement des effets spéciaux à l'aide de ses films dont Le Voyage dans la Lune en 1902, Le Royaume des Fées en 1903 et 20 000 lieues sous les mers en 1907, qui sont des films qui ont beaucoup relié sur les effets visuels. Une autre invention majeure dans le domaine a été celle du rotoscope par les frères Fleischer en 1914, qui donne la possibilité de transformer une scène filmée en une scène animée, ce qui ouvre de très nombreuses portes pour les effets spéciaux et trucages en caméra, ce qui marque le début des effets visuels. De 1930 à 1990, le domaine des effets visuels n'a pas eu de découverte ou d'invention marquante, mais le perfectionnement des techniques déjà existantes a été grande dû aux nouvelles technologies qui étaient à la portée des producteurs de films. Par exemple, le film King Kong, en 1933, utilise les mêmes techniques de trucage, telles que le stop motion et l'utilisation d'animatroniques, que le film Jurassic Park qui a été fait en 1993, ce qui montre l'amélioration des techniques et des manières utilisées pendant plusieurs décennies. Il y a également la transition au numérique. La transition s'est faite durant les années 90 due à l'évolution très rapide de l'informatique à cette époque. En prenant par exemple Le Seigneur des Anneaux, qui a été fait en 1996, qui a utilisé le premier simulateur de foule massive par ordinateur pour créer une armée. Cette transition fut un grand pas dans le domaine des effets visuels, car le niveau de précision et les possibilités offertes par les logiciels disponibles aujourd'hui ont grandement augmenté au fil des années pour se rendre là où on en est, avec des décors ou des personnages de films entièrement composés d'effets spéciaux et de simulations informatiques. De nos jours, les effets visuels font partie intégrale de l'industrie du cinéma et de la télévision, tels que les fonds verts pour les présentateurs de la météo, les dragons entièrement faits en 3D de Game of Thrones, ou encore l'ajustement des couleurs en post-production. Tout ça étant possible grâce aux esprits innovateurs de presque 100 ans plus tôt, tels que Georges Méliès. Quoique beaucoup plus sophistiqués, tous les effets spéciaux d'aujourd'hui partent des mêmes principes des années 1900, dont la rotoscopie, la surimpression, ou encore la marche arrière et les arrêts sur image. Pour finir sur ce sujet, peu importe quelles technologies seront développées dans le domaine des effets visuels, les principes resteront toujours les mêmes, mais deviendront de plus en plus perfectionnés et faciles d'utilisation. Avec la popularisation de la télévision dans les années 40, une nouvelle sorte de divertissement commence à apparaître vers 1945. Celle-ci est la série télévisée. Selon l'encyclopédie libre Wikipédia, une série télévisée abrégée en série ou familièrement série télé, aussi appelée télésérie au Canada, est une œuvre de fiction télévisuelle qui se déroule en plusieurs parties d'une durée généralement équivalente appelée épisode. L'âge de la télé débute vers 1950. Une des premières séries à avoir vu le jour est I Love Lucy. Ce qui rend cette série spéciale est les conditions de tournage ressemblantes à celles d'un cinéma, ce qui permet un montage et une augmentation des budgets. Pour les séries télé américaines, l'inspiration est trouvée dans leur propre culture, comme pour tout ce qui est du western et le policier. Vu que la télévision est un nouveau média, tout est à inventer et à essayer.
Mais à cause d'une morale très stricte et du code ICE, un code américain de censure, le nombre infini de possibilités de nouvelles séries diminue pour pouvoir être diffusées sur le média. Un nouveau procédé de prise de vue est développé en 1953 par 30th Century Fox. Ce procédé est le cinémascope. Il consiste à anamorphoser, comprimer une image sur une pellicule pour ensuite le désanamorphoser, l'image et la projeter. En 1955, le premier short film fait complètement avec une animation faite d'argile est commandité par le producteur Samuel Engel pour faire le premier épisode de Gumby. En 1960, les deux géants de l'industrie de l'animation débarquent sur la télévision, The Flintstones and The Bugs Bunny Show. The Flintstones est constitué de 166 épisodes et est reconnu comme la première série animée à la télévision. La série télé existe dans d'autres pays. Un des pays qu'on entend le plus parler est le Japon, avec ses animés. Le mot anime est le diminutif de animation. Les premières animations japonaises datent des années 1917, mais on voit un développement du style d'animé dans les années 1960. Un des personnages qui a grandement aidé à ce développement est Osamu Tezuka. Sa production légendaire engendre certaines des séries manga les plus influentes, les plus réussites et les plus appréciées, notamment Astro Boy, Kimba the White Lion, Blackjack et Phoenix, qui ont tous remporté plusieurs prix. Durant sa carrière, il a dessiné plus de 170 000 pages, a participé à plus de 700 animés, a réalisé environ 70 séries animées, téléfilms, longs métrages et courts métrages. Les caractéristiques majeures de ses œuvres sont un respect de l'environnement, respect de la vie, profond scepticisme envers la science, la civilisation et un engagement solide contre la guerre. Avec la popularisation des animés hors Japon commencent à apparaître. Ceux-ci ciblent surtout un public jeune. Il y a aussi des animés qui se sont spécialisés seulement pour les adultes, les hentai, qui se divisent en plusieurs sous-genres. Des animations pour adultes ne se fait pas seulement au Japon. Par exemple, Fritz the Cat en 1972 est le premier dessin animé à être classé X. Créé en 1981, MTV diffuse à plus de 2 millions de maisons et reçu par 171 pays. Et à l'origine de l'industrie du vidéoclip. Il a inventé le concept de chaîne musicale. Merci à tous et à tous pour votre écoute. La semaine prochaine, nous allons parler d'un sujet qui est proche de mon cœur, le Joy of Painting, le fameux Bob Ross.